Voici les 10 découvertes archéologiques récentes les plus effrayantes. Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 10. Pyramide volcanique. De nouvelles recherches ont récemment révélé qu'une mystérieuse pyramide maya au Salvador a été construite à base de pierres qui ont été rejetées par un volcan lors d'une éruption. Et apparemment, la gigantesque pyramide qui a été nommée la Campana a été construite spécialement pour rendre hommage au volcan qui a fourni les pierres qui ont servi à la bâtir. Pour mieux comprendre cette histoire, il faut revenir 1500 ans en arrière. Les Mayas ont bâti la pyramide en l'an 539 après Jésus-Christ, dans ce qui est aujourd'hui la ville de San Andrés au Salvador. Le volcan nommé Ilopango Caldera a connu une éruption gigantesque et selon les scientifiques, c'était d'ailleurs l'événement volcanique le plus important depuis 10 000 ans en Amérique centrale. L'éruption a causé des coulées de lave qui ont parcouru des kilomètres. Le volcan a d'ailleurs libéré tellement de cendres dans l'atmosphère qu'il a causé un refroidissement de l'hémisphère nord entier. Mais les Mayas, au lieu d'être terrifiés par le volcan, ils ont plutôt été fascinés et même admiratifs du pouvoir de destruction de cette force de la nature. Selon des chercheurs du département d'anthropologie à l'université du Colorado Boulder, les locaux auraient été obligés d'abandonner leur village à cause de la catastrophe. Mais ils seraient revenus une trentaine d'années plus tard non découragés et ont construit cette structure immense comme hommage au même volcan qui les avait chassés de chez eux. Ils ont même utilisé les pierres provenant de l'éruption, montrant un respect profond pour la force de la nature. Numéro 9. Colisée bis. Des archéologues en Turquie viennent de mettre au jour une arène romaine presque identique au Colisée de Rome. Selon les archéologues et les historiens, ce Colisée accueillait des combats de gladiateurs devant près de 20 000 personnes. La nouvelle a fait beaucoup de bruit en Turquie. Les découvertes ont été faites durant des excavations dans la cité antique de Mastaura, où l'arène était enfuie sous une montagne de végétation. La structure a beaucoup de similarités avec le Colisée, mais il y a quelques importantes différences à noter. Tout d'abord, la structure est plus petite que le Colisée de Rome. Alors que le Colisée de Rome était capable d'accueillir pas moins de 80 000 personnes, le Colisée turc en accueillait 4 fois moins. Et selon le responsable des fouilles, Sedat Akurnaz de l'université Adnan Menderes, cette découverte est unique en son genre, puisque c'est le seul amphithéâtre romain trouvé dans la péninsule anatolienne. Les archéologues croient que l'amphithéâtre aurait été un point de convergence pour les habitants de la région afin d'assister à des spectacles sanglants de gladiateurs. La construction daterait de l'an 200 après Jésus-Christ et aurait donc été construite sous le règne des Sévères, une dynastie d'empereurs romains du Haut-Empire ayant régné approximativement durant le premier tiers du IIIe siècle. Numéro 8. Momie Chibcha. Les momies Chibcha sont de terrifiants restes humains appartenant aux classes dirigeantes du peuple Chibcha, aussi appelé Muisca. Les Muisca vivaient dans les Andes colombiennes avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Et c'était une civilisation très avancée, qui avait pour coutume de momifier leurs défunts appartenant à des castes sociales élevées. La découverte des premières momies remonte au début des années 1600, quand les Espagnols ont commencé à coloniser ce qui est aujourd'hui la Colombie. En l'an 1602, les Espagnols ont retrouvé pas moins de 150 momies dans une caverne dans les montagnes de la cordillère des Andes. Les momies étaient déposées en cercle avec une momie au centre, ce qui suggère une hiérarchie. Toutes les momies étaient habillées et ornées de bijoux. Les Espagnols étaient abasourdis quand ils ont fait cette découverte, mais ne le sont pas restés longtemps puisqu'ils ont pillé tout ce qui avait de la valeur. Plusieurs momies muiscas ont été retrouvées, et même très récemment, des archéologues sont tombés sur la momie d'un bébé dans une cave entourée d'un bol, un bout de tissu en coton et une tétine. Et oui, les tétines existaient déjà, et la plus vieille découverte date d'ailleurs d'il y a 3000 ans. Les momies appartenant aux personnes issues des classes sociales les plus élevées portaient généralement des boucles d'oreilles en or et même des septums, des boucles pour le nez elles aussi en or. Et dans certains cas, certaines momies portaient même des couronnes en or incrustées d'émeraude. Mais ce qui rend le processus de momification des Muisca très unique est que les momies n'étaient pas enterrées dans des tombes ou mises dans des sarcophages ou des cryptes, mais seulement disposées dans une cave. Ils déposaient auprès des momies des objets qui, selon les croyances Muisca, les aideraient dans l'après-vie. Certains étaient même momifiés avec leurs conjoints, des fois même avec leurs esclaves, qui étaient sûrement tués pour accompagner leur maître dans l'au-delà. Et dans la quasi-totalité des cas, déjà remplis de nourriture étaient déposés auprès d'eux pour qu'ils puissent manger durant leur dernier voyage. Mais avant de passer au numéro 9, n'oublie pas de t'abonner et écris-moi en commentaire que tu t'es abonné. Je te répondrai personnellement. Numéro 7.
armures en coco. Les armures Kiribati sont sûrement les armures les plus étranges qui ont jamais existé. Ces armures étonnantes viennent de la République des Kiribati qui se situe dans le Pacifique en Océanie. Et selon les archéologues, ces îles assez isolées furent habitées dès l'an 3000 avant Jésus-Christ, avec la culture Kiribati voyant le jour aux alentours de 1300 ans après Jésus-Christ. Les Kiribati étaient un peuple marin connu pour leurs pirogues à balancier qui pouvaient voguer de longues distances dans les océans. Ils vivaient aussi dans de grands bâtiments en forme de huttes appelés maneaba, qu'ils installaient généralement au centre du village et où plusieurs personnes pouvaient vivre en communauté. Et comme les Kiribati étaient un peuple insulaire, ils utilisaient les ressources qu'ils avaient à disposition sur les îlots de leur archipel. Les différents arbres à disposition leur fournissaient des fruits, du bois pour leurs embarcations et leurs habitations. Ils utilisaient même des fibres de noix de coco pour fabriquer de la ficelle et de la corde, mais aussi pour confectionner leurs armures de combat. Elles étaient faites de fibres tressées de façon très dense et sont nommées tekora. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils utilisaient des squelettes épineux de poissons globes afin de se créer des sortes d'hommes ou de casques pointus. Ces armures étaient utilisées pour des combats rituels qui avaient généralement lieu entre deux hommes. Mais ce n'étaient pas des combats à mort. Ils s'arrêtaient généralement quand un des combattants se blessait. Mais dans leur attirail, il y a encore plus étonnant que l'armure, les épées. Les Kiribati utilisaient des épées faites de dents de requin. Oui, c'est pas épique, ils avaient même des lances faites à base de dents de requin, qu'ils coinçaient de part et d'autre d'un bois aplati et qu'ils maintenaient à l'aide de ficelles et de résine. Mais hélas, un très grand nombre de ces armures fascinantes a été détruit après 1892, quand l'archipel est devenu un protectorat de l'Empire britannique. Très peu ont survécu jusqu'à nos jours. Numéro 6. Casque corinthien. Des chercheurs ont récemment mis la main sur l'un des casques de guerre grecs les mieux conservés de l'histoire. L'objet inestimable remonte à près de 3000 ans, au 6e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les cités-États grecs étaient en guerre constante contre l'empire perse voisin. Selon les autorités des antiquités israéliennes, le casque appartenait au style d'armure corinthien, nommé d'après la ville grecque de Corinthe où ce style a été initialement utilisé. Et même si le casque a quelques éraflures et fissures, il est dans un état remarquable, surtout quand on considère qu'il a passé plus de 2 millénaires sous l'eau de la Méditerranée. D'ailleurs, l'objet est tellement bien conservé que l'on peut toujours admirer les fines gravures et décorations du casque. C'est d'ailleurs le seul casque complet qui a été trouvé sur les côtes israéliennes. Il a été retrouvé dans le port de la ville de Haïfa par un bateau hollandais avant d'être remis aux autorités. Le casque appartenait sûrement à un soldat ou même un mercenaire, en tout cas un guerrier, qui était posté sur un bateau de guerre en Méditerranée quand il a perdu son casque, soit dans un combat ou en le faisant tomber par-dessus bord. Numéro 5. Artefacts maoris. Une étrange collection d'artefacts maoris ont été mis au grand jour durant des travaux de construction d'une canalisation dans l'île sud de Nouvelle-Zélande. Les fouilles ont abouti sur la découverte d'une colonie entière. Parmi les découvertes, une herminette en pierre distinctive des Maoris ainsi qu'un foyer de cuisson ont été retrouvés. Selon l'archéologue Kirsty Sykes, l'herminette en pierre daterait des années 1800. Mais le foyer pourrait être beaucoup plus vieux. Auprès du foyer, des coquilles de moules et des coques ont été retrouvées. On pourrait croire cette découverte complètement anodine, imaginant même des Maoris se la coulant douce mangeant des fruits de mer sur la plage de la baie de Waikawa. Mais cette découverte cache une histoire beaucoup plus triste, puisque la datation des éléments coïncide avec la période où des tribus Maoris ont été chassées de leurs terres par les colonisateurs britanniques. Plusieurs de ces tribus se sont éparpillées sur les îlots ou sur les terres, mais cette découverte prouve qu'au moins une de ces tribus s'est installée sur la magnifique baie de Waikawa. Numéro 4. Dinosaures confisqués. La police brésilienne a mis la main sur un contrebandier essayant de vendre sur le marché noir l'un des squelettes de dinosaures les mieux conservés du monde. Qui plus est, un dinosaure très rare. La contrebande de fossiles fait ravage au Brésil, surtout qu'il est formellement interdit de prendre possession ou de vendre un fossile. Et une enquête de grande envergure a mené la police vers un contrebandier qui détenait un véritable trésor, l'un des squelettes de ptérosaures les mieux conservés de l'histoire. Le fossile contenait le corps tout entier du ptérosaure. Il y avait même des tissus mous conservés. Les ptérosaures étaient des reptiles volants qui ont vécu durant la période Crétacée et le spécimen en question était un Tupandactylus navigant. Le fossile a été remis aux chercheurs de l'université de Sao Paulo, qui ont réussi d'ailleurs à modéliser une reconstitution de la bête majestueuse. La créature marchait sur 4 membres et avait une envergure d'aile dépassant les 2,5 mètres, avec une crête géante sur la tête comme une sorte de rhinocéros. La bête faisait 1 mètre de hauteur avec un très long cou.
coup. Et à cause de cette morphologie inhabituelle, la bête ne pouvait sûrement pas voler de longue distance. Numéro 3. Épée de Gujian. Cette découverte est l'une des plus cool et des plus fascinantes de l'histoire de Chine. L'épée de Gujian est une épée chinoise légendaire en bronze de la période des printemps et des automnes ayant appartenu au roi Gujian. Elle a été retrouvée au bord d'une rivière par des archéologues sur la berge de la rivière Zhang, dans la région de Jingzhou en 1965. Durant la fouille, les archéologues ont retrouvé plus de 200 artefacts, mais aucun n'était aussi impressionnant ni aussi important que l'épée. L'épée a été retrouvée près d'un sarcophage qui était sévèrement endommagé par les crues de la rivière. D'ailleurs, tout le site des fouilles était submergé d'eau pendant des siècles. Et c'est pour cette raison que les archéologues ont été surpris quand ils ont sorti l'épée de son fourreau, puisqu'elle était quasi intacte et dans un état de conservation impressionnant. Les scientifiques expliquent cela par la manufacture exceptionnelle du fourreau, qui était complètement étanche et qui a donc protégé l'épée durant des siècles sous l'eau. L'épée était même très tranchante. Le département de culture d'Hubei a même décrit l'épée comme étant capable de couper au moins 20 feuilles de papier dur. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être qu'ils ont essayé de couper des journaux avec. La période des printemps et des automnes à laquelle appartient l'épée s'est étendue de 771 avant Jésus-Christ à 453 avant Jésus-Christ. Les inscriptions sur l'épée disent que l'épée appartient au roi de Yue, un état autochtone de Chine orientale durant la période des printemps et des automnes. Le problème, c'est que le roi n'a pas été précisé dans les inscriptions et plus de 9 rois au total se sont succédés sur le règne des Yue. Un débat houleux prit alors lieu entre des archéologues, des professeurs historiens et même des spécialistes des anciennes langues chinoises. Et après 2 mois, un consensus a enfin été trouvé et les spécialistes se sont mis d'accord qu'elle appartenait au roi Gujian. Mais en 1994, et après avoir survécu à plus de 2 millénaires, avoir connu des guerres et avoir été inondée sous l'eau, l'épée a été endommagée par un employé maladroit alors qu'elle était en prêt par le gouvernement chinois à Singapour pour une exposition. La chute a créé une fissure de 7 mm et a quasiment causé un incident diplomatique entre les deux pays. Suite à cet incident, la Chine a décidé d'ajouter l'épée à la liste des reliques culturelles chinoises interdites d'exposition à l'étranger. Et moi qui croyais être maladroit. Numéro 2. Spirale de squelette. Des fouilles archéologiques près de Mexico ont révélé un lieu d'enterrement qui remonte à 2400 ans. Les sites d'enterrement sont assez communs, mais ce qui rend cet endroit particulièrement important et aussi glauque est que les squelettes étaient disposés de façon à créer une spirale flippante. Et les chercheurs avouent n'avoir jamais vu ce genre de pratique inhumatoire auparavant. La pratique prouve sûrement que c'est une sorte de rituel inconnu. Les squelettes ont actuellement été retrouvés dans la petite ville de Tlalpan, une ville déjà connue pour la découverte de crânes allongés avec des déformations. Jimena Rivera, une archéologue de l'Université de Mexico, croit avec son équipe que c'est une sorte d'interprétation allégorique de la vie, puisque des individus de tout âge étaient représentés dans la spirale de la mort. Il y avait des squelettes de bébés d'enfants, d'adolescents, d'adultes et des personnes âgées. Si cela donne un début d'explication, personne ne sait pourquoi le motif de spirale a été choisi pour les enterrer à plus d'1 mètre de profondeur. Les squelettes remontent à la période préclassique mésoaméricaine, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. C'était bien avant l'Empire aztèque, et c'est donc pour cette raison que les scientifiques ont écarté les pratiques rituelles aztèques qui comportaient des sacrifices humains. Mais les chercheurs eux-mêmes avouent être tombés sur une colle, et qu'ils sont très loin de résoudre le mystère de cette spirale particulière. Numéro 1. Musique préhistorique. À la fin de cette histoire, vous allez entendre la plus vieille musique au monde. Et l'histoire commence par ce coquillage fascinant découvert en 1931 dans les grottes de Marsoulas, en Haute-Garonne dans les Pyrénées pas très loin de Toulouse. La grotte en elle-même est très fascinante grâce aux peintures rupestres faites par le peuple magdalénien qui a vécu là il y a plus de 18 000 ans. Le coquillage en question a très longtemps été décrit comme étant un vase d'eau. Certains ont même émis l'hypothèse qu'il servait de contenant cérémoniel pour des rituels. Mais 80 ans après sa découverte et à l'occasion d'un inventaire du Muséum de Toulouse, les archéologues et conservateurs du musée ont fait l'exceptionnelle découverte que c'était un instrument de musique. Ceux-là ont fait la première conque musicale jamais identifiée pour la période paléolithique. Le plus vieil instrument avant connu est une flûte en os de vautour datée de 40 000 ans, mais aucune conque musicale n'avait encore jamais été retrouvée. Des recherches approfondies sont menées sur l'instrument, mais les archéologues sont formels. Il a bien été modifié par l'homme afin de créer des sons très spécifiques. Et afin de mieux étudier le son émis par l'instrument, les chercheurs ont fait appel à un joueur de corps. Et voilà le résultat.
un sang vieux de 18 000 ans. Fascinant, n'est-ce pas? Et regarde ces dépouilles de vampires découvertes avec un pieu en métal planté dans le cœur. Découvre son histoire ainsi que 10 autres découvertes archéologiques terrifiantes en cliquant ici.